C'est un scénario inédit depuis l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Un second tour aura bel et bien lieu pour la présidentielle turque. Pourtant, devancé dans les sondages, le président sortant est finalement sorti en tête du premier tour devant son adversaire de centre-gauche, Kemal Kılıçdaroğlu. Alors à quoi s'attendre dans cette bataille finale? Quels points forts et quels points faibles ont ces deux candidats à quelques jours du deuxième tour et quel impact aurait une victoire de Kemal Kılıçdaroğlu sur le plan international et vis-à-vis du Maroc? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 15 mai 2023, je vous propose de parler des élections présidentielles en Turquie. Pas de vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle turque. Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, a longtemps cru passer la barre des 50% de suffrages, mais termine finalement à environ 49%. Après 20 ans au pouvoir, le conservateur part donc favori pour se succéder à lui-même dans 2 semaines, et ce, malgré la grave crise économique et le séisme qui a dévasté le sud-est du pays en février dernier. Les sondages ne le plaçaient pas à un tel niveau. Et pourtant, le voilà de nouveau favori. Recep Tayyip Erdogan résiste contre vents et marées. Il obtient au premier tour de cette présidentielle plus de 49% des suffrages sur un score de participation de 90%, signe de sa popularité selon bon nombre d'experts. Alors son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, issu du centre-gauche, parviendra-t-il à l'emporter? Celui qui est le candidat d'une union de 6 partis d'opposition, parviendra-t-il à mettre fin au règne de Recep Tayyip Erdogan? À 74 ans, Kemal Kılıçdaroğlu est surnommé dans son pays le Gandhi turc par son style très calme, à l'opposé d'apparitions survoltées qui ont fait le succès d'Erdogan. Il n'y a pas quelqu'un qui va avaler ses couleuvres facilement en face de vous, il faut que vous le sachiez. Dépositaire de la tradition laïque turque et économiste de formation, c'est dans un pays ravagé par la crise économique avec une inflation à plus de 50% à fin mars 2023 que se joue cette présidentielle, une inflation dont pourtant ne semble pas avoir tenu compte les électeurs. Bonjour Dominique Bocquet. Bonjour. Vous êtes senior philo au Policy Center for the New Science. Le 28 mai aura donc lieu le second tour de la présidentielle turque. C'est du 50-50 pour les deux candidats ou alors Erdogan est clairement favori? Plusieurs facteurs se conjuguent pour procurer à Recep Tayyip Erdogan des chances très très fortes de l'emporter. D'abord, il y a l'écart entre les deux candidats qui est de 5%. Ensuite, il y a la constance bien connue des électeurs dans ce type de circonstances. C'est très rare que les électeurs lâchent un candidat quand ils l'ont soutenu au premier tour. Et puis, enfin, il y a l'effet d'entraînement qui veut que les électeurs préfèrent quand même plutôt être du côté du gagnant. Donc, il y a encore moins de chances que les électeurs désertent Recep Tayyip Erdogan que Kemal Kılıçdaroğlu. Donc voilà, les chances sont très fortes d'une victoire au deuxième tour de Recep Tayyip Erdogan. Et vous l'avez dit, c'est quasiment dans un mouchoir de poche, 5% effectivement de différence de voix. 5% justement, c'est le résultat du troisième homme de cette présidentielle, l'ultranationaliste Sinan Ogan. Il va faire clairement pencher la balance pour Erdogan? Disons que Erdogan a le grand avantage de bénéficier d'une dynamique. Il est très très près des 50%. C'est un résultat qui est par ailleurs meilleur que ce qui était attendu. Donc ça donne un avantage au président sortant pour le deuxième tour et en tout cas pour les électeurs qui ont hésité entre les deux candidats. Alors du côté de Kılıçdaroğlu, ce qui peut l'aider, y compris par rapport à des candidats tiers, c'est l'hypothèse d'une coalition des mécontentements, d'une espèce de front du refus. On dit souvent en matière électorale qu'au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. Donc il peut y avoir quand même certains réflexes défavorables au président Erdogan. Il y a eu des atteintes à la démocratie, ça c'est un élément important aussi dans l'opinion publique et auprès de l'électorat modéré ou de l'électorat flottant. Mais le président Erdogan tient quand même la corde. Il ne faut pas se dissimuler. Il n'était pourtant pas favori dans les derniers sondages, Recep Tayyip Erdogan.
Il y a un contexte économique très dur en Turquie. Il y a eu récemment le terrible tremblement de terre. Comment vous expliquez qu'il résiste après 20 ans de règne? Quels sont ses points forts pour cette dernière ligne droite selon vous? Il y a plusieurs points forts. D'abord, son parti est relativement uni et cohérent, ce qui n'est pas tout à fait le cas de ses adversaires, hein, et vous l'avez souligné en évoquant le candidat extrémiste. Alors qu'au même moment, le parti kurde, pas le parti kurde, mais le pays kurde a voté, les régions kurdes ont voté en majorité très très nette pour M. Kılıçdaroğlu. Donc voilà, il y a un côté hétérogène dans l'opposition au président Erdogan. Il a une posture de leader qui est très très forte dans un pays qui est demandeur encore de réhabilitation, de reconnaissance internationale, d'unité. Donc ça reste des atouts pour lui. Il y a une certaine usure du pouvoir, il y a des difficultés économiques, mais ça reste un homme fort dans un pays où la réaction de rejet, visiblement, n'est pas de nature à inverser le rapport de force. Voilà, je pense que c'est ça l'équation qui le place en bonne position. Du côté de son opposant, selon vous, quels sont ses points forts et ses points faibles pour cette dernière ligne droite? Alors, ses points forts, c'est que c'est un homme qui n'a pas été attaqué personnellement, qui semble relativement respecté, peut se revendiquer de l'héritage kémaliste, qui reste quelque chose de très fort en Turquie. Il a su déminer les craintes des croyants, notamment en proposant de légaliser le port du voile pour ne pas réveiller les hantises d'interdiction du voile, qui était une pratique, cette interdiction assez fréquente à l'époque d'Atatürk. Il a fait un parcours tout à fait sérieux et correct. Voilà, donc il a par ailleurs, faut reconnaître, dans les résultats du premier tour, il y a des choses dont il peut quand même se féliciter, en particulier la plupart des grandes villes, Istanbul, Ankara, Izmir ont voté en sa faveur, ce qui est un élément quand même assez nouveau et plutôt porteur d'avenir pour l'opposition turque. C'est l'électorat le mieux informé, a priori le plus éduqué, qui vote pour l'opposition. Donc c'est s'il connaît la défaite, ce sera, on pourrait dire, une défaite d'avenir, une défaite en tout cas très honorable pour son camp. Dominique Bocquet, en cas de victoire de Recep Tayyip Erdogan, quel impact en interne pour la Turquie et sur le plan international? Car s'il y a un point qu'on peut noter clairement, c'est que sous Erdogan ces dernières années, la Turquie a pris une dimension régionale et internationale. Oui, plus que ça, elle a pris une dimension aussi quelque peu iconoclaste et perturbatrice dans les relations internationales, s'alliant tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, étant membre de l'OTAN, mais adressant des signaux très appuyés à Moscou, y compris pendant un temps par un commerce qui contournait visiblement les sanctions, auxquelles il a été d'ailleurs mis fin. Donc c'est vrai que le profil de gouvernance et le profil de pilotage de politique étrangère d'Erdogan est très très nouveau. Il n'était pas ainsi au début de sa période de pouvoir, hein, qui remonte à près de 20 ans, puisqu'il était Premier ministre avant d'être président. En cas de victoire, je dirais l'impact sera nuancé, parce que d'abord c'est le même qui resterait en position. Il est conforté, mais pas complètement, parce qu'il doit quand même affronter un deuxième tour pour la première fois. Donc, c'est pas quelque chose qui devrait aggraver sa posture, d'autant que la posture parfois un petit peu changeante et agressive de la Turquie a un coût économique, puisqu'elle n'encourage pas les investisseurs étrangers à venir en Turquie. Donc, voilà, en cas de victoire, c'est plutôt un président conforté, d'autant que les Occidentaux ont laissé entendre qu'ils espéraient sa défaite, mais ce n'est pas non plus un président qui peut tout se permettre. En cas de victoire, Dominique Bocquet, de Kemal Kılıçdaroğlu, quel impact en interne pour la Turquie et sur le plan international? Alors, en cas de victoire de Kemal Kılıçdaroğlu, le changement serait très important, parce que ça serait quand même la fin d'une très longue période de détention du pouvoir par l'AKP, donc ça serait un changement d'air. Il y aurait une part d'incertitude très grande, on ne sait pas qui seraient les décideurs de politique étrangère. Il y aurait sans doute une volonté d'apaisement et
et de rapprochement avec l'Occident, mais c'est pas si simple parce que la Turquie est impliquée en Syrie, elle est impliquée dans la relation avec la Russie, elle est impliquée dans la relation avec l'Iran. Tout ça ne se défait pas du jour au lendemain. Donc il y aurait une grande incertitude. A priori, une attitude plus coopérative de la Turquie, mais quand même une grande incertitude sur la nouvelle période qui s'ouvrirait. Dominique Bocquet, que pourrait gagner le Maroc en cas de victoire de Kemal Kılıçdaroğlu ou en cas de maintien de Recep Tayyip Erdogan? Alors, le Maroc et la Turquie sont deux pays très importants en Méditerranée, qui sont d'ailleurs chacun à un extrême de la Méditerranée. L'un à l'extrême occident, le Maroc, l'autre à la partie orientale et nord-orientale, donc qui sont un peu en diagonale dans la Méditerranée, tous les deux. La présence de l'affirmation de la Turquie est un signal plutôt favorable aux pays émergents, il faut bien le reconnaître, donc qui n'était pas mauvais pour le Maroc, qui a comporté des opportunités pour le Maroc, ça devrait continuer. En même temps, le Maroc a plutôt intérêt à une Turquie quand même stabilisatrice et coopérative, et on peut pas dire que ça serait tout blanc ou tout noir dans un cas ou dans l'autre, si vous voulez. Je pense que on peut espérer que la Turquie va peu à peu entrer dans un jeu plus prévisible, et ce qui serait une bonne chose pour tout le monde, et en particulier pour les pays de la Méditerranée, dont fait partie le Maroc. Est-ce qu'on pourrait voir Kemal Kılıçdaroğlu poursuivre la politique africaine de la Turquie et donc voir ici au Maroc ce concurrent davantage grandir, être expansionniste? Il est probable que la Turquie va continuer à être une concurrente et aussi un partenaire, parfois pour le Maroc en Afrique et sur les différents marchés, y compris d'ailleurs, elle est parfois présente sur le marché national marocain, d'une manière qui peut être aussi utile pour l'économie du Maroc. Mais bon, disons que l'expansion de l'économie turque, mis à part les phénomènes conjoncturels, des difficultés conjoncturelles actuelles qui ne sont pas négligeables, c'est un trait probablement assez durable de l'évolution internationale. Dernière question, on imagine qu'on est le 28 mai. Recep Tayyip Erdogan est battu, 20 ans au pouvoir. Est-ce qu'il pourrait y avoir des troubles, selon vous? Est-ce qu'il pourrait y avoir des militants qui n'accepteraient pas cette défaite? Là, les militants de l'AKP sont clairement dans une optique de victoire. Donc, il est certain que s'ils perdaient, ce serait pour eux un choc. En même temps, ils ont gardé la majorité à l'Assemblée nationale. Enfin, en tout cas, ils paraissent en passe de garder cette majorité parlementaire. Ils ont des choses à perdre et ils n'ont pas intérêt à entacher leur parcours de violence. D'autant que, encore une fois, dans les villes, l'avance de Kemal Kılıçdaroğlu est assez nette. Et par conséquent, c'est plutôt en milieu rural que les partisans de l'AKP restent majoritaires. Ça tempère un petit peu l'hypothèse que vous évoquez, et qui suppose de toute manière une victoire aujourd'hui assez improbable de Kemal Kılıçdaroğlu. Merci beaucoup Dominique Bocquet. Merci à vous. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.